Victoire de Lewis Hamilton devant Sébastien Vettel et le surprenant Mark Webber, tel est le résultat du Grand Prix de Chine 2011. La situation a changé. En effet, le paysage de la Formule 1 évolue avec le temps. Les constructeurs partant, il ne reste plus que 2 constructeurs et 2 fournisseurs de moteurs et 10 clients au final. Une situation qui inquiète un petit peu la FOTA et surtout de Martin Whitmarsh. En effet, dans la perspective du moteur de 2013, je précise 4 cylindres 1600 cm3 biturbo KERS d'environ 650 à 750 chevaux, la situation inflationniste est présente. En effet, les budgets des moteurs pourraient exploser. À partir de là, Martin Whitmarsh a quand même défini de ressortir une vieille idée, le budget plafonné des moteurs, du KERS et de la transmission. Pour vous donner un rapide rappel, cette année, 2010, l'ensemble moteur-transmission KERS coûte à peu près 12,5 millions d'euros. Entre 10 et 12,5 millions d'euros. Tout dépend si vous avez un moteur Ferrari ou Renault ou un moteur Mercedes avec le KERS, justement Mercedes. Sauf que, à l'horizon 2013, avec la perspective d'une nouvelle transmission, d'un nouveau moteur et d'un nouveau KERS plus performant, la somme commence à monter à plus de 20 millions d'euros. La situation est devenue donc trop importante pour que ça pouvait continuer comme ça. La FOTA a donc soumis une idée qui va être débattue à l'avenir d'un budget plafond à 15 millions d'euros, je le rappelle, au niveau moteur, KERS et transmission. D'autant plus que le RRA va être un petit peu modifié. Il y a eu pas mal de dérives ces derniers temps. On se souvient un petit peu de Red Bull qui interprète un petit peu avec son système Red Bull Technology et surtout avec le KERS du côté de chez Mercedes qui dépasse le budget qui était annoncé et entendu durant l'hiver. Donc ça va être très intéressant de regarder cette évolution, mais en tout cas une chose est sûre, la Formule 1 va maîtriser ses coûts à l'horizon 2013 et jusqu'en 2017. Alors une question collective de Erwan Elliott, donc j'ai fait un petit cumul, qui dit « Que penser de la stratégie de Red Bull Racing sur Mark Webber ?» Alors il faut savoir quelque chose de très intéressant à propos de Red Bull, c'est qu'en fait durant les journées EL2, EL1 et même EL3, l'équipe a beaucoup tourné en pneus soft et pas beaucoup en pneus durs, ce qui est quand même assez étonnant pour dire. Et il faut quand même bien préciser quelque chose de très important, c'est que durant ce Grand Prix, Pirelli a précisé que la stratégie idéale était de 2 arrêts. Or on a vu 3 arrêts, 2 soft, 1 dur à la fin pour la grande majorité. Donc concernant Mark Webber, il estimait lui de son côté que c'était pas une question de pneus, mais une question de timing. Il est arrivé beaucoup trop tard en Q1 pour pouvoir espérer être en Q2, donc il a démarré à la 18e position, mais il a quand même débuté la compétition avec justement des pneus durs et il a pu rapidement enchaîner sur 2 pneus soft à la suite et terminer en pneus durs extrêmement fort. Il faut quand même préciser que 90% du temps Webber n'avait pas le KERS, donc il semblerait qu'il ne l'ait eu que pendant 5 tours sur les 56 quand même que compte le Grand Prix. Alors la différence entre les deux elle est simple, c'est que du côté de Vettel on s'est rendu compte que le KERS il y a eu un petit peu un problème au démarrage pour Vettel, il y a un petit peu un problème au niveau des premières vitesses. On s'est rendu compte d'un truc très intéressant, c'est que le KERS est enclenché à partir de 130 km/h au départ. Donc ça c'est un petit détail assez intéressant à relever. Mais les McLaren étaient beaucoup plus promptes à surgir sur la grille. Maintenant, de là à dire qu'on va arriver à un remake de Schumacher-Irvine comme à la grande époque des années 90 chez Ferrari, non, je pense pas véritablement, surtout que Webber, quand même 2 meilleurs tours, que ce soit à Sepang et que ce soit à Shanghai, en course, alors qu'il n'a pas nécessairement le KERS tout le temps, au contraire de Vettel qui lui l'a un peu plus, on va dire, régulièrement. Donc bon, on voit bien quand même qu'il a quand même fait une très très grosse performance, l'Australien, aujourd'hui. On va voir
pour la Turquie. De toute façon, il n'a pas le choix s'il veut espérer et continuer à rester entre guillemets dans l'équipe et à jouer le jeu. Il critique pas trop, même si ça, il semblerait que c'est quand même un petit peu une erreur de l'équipe. Bon, il dit que lui c'est plutôt une erreur de timing. Bon, tout le monde a l'air d'être très poli en ce moment, mais restons encore un petit peu mesurés. On va attendre après Monaco. Je pense que là, on verra au bout de 6 Grands Prix. Là, on verra véritablement ce qu'il en sera entre les deux. Mais Vettel a quand même pris un petit coup. Quand même, puisqu'il a pêché par excès de confiance. En tout cas, ça c'est une évidence. Un détail historique, c'est que depuis 2004, le Grand Prix de Chine, en fait, il n'y a pas, un pilote n'a pas fait 2 victoires. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un seul victorieux à chaque année, différent. Donc c'est une particularité, en tout cas, qu'il faut quand même signaler malgré tout. Une question de Najita qui nous pose des questions. Est-ce qu'au niveau du McLaren, et même plus vaste, on va aller jusqu'à Mercedes, au niveau justement de est-ce qu'il va y avoir des tensions dans le management, et puis justement, est-ce que cette fois-ci, McLaren est au niveau de Red Bull? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que McLaren a quand même annoncé clairement qu'il y aura 17 évolutions durant tout le reste de la saison. C'est à peu près une évolution par Grand Prix jusqu'à la fin. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vraiment McLaren a vraiment beaucoup travaillé, que ce soit en travail en pneus soft et en pneus durs, et on se rend compte au niveau des temps que même si la Red Bull a un petit léger, est un peu plus rapide quand même que les McLaren, l'ensemble est quand même fort. Maintenant, au niveau du line-up, pour ce Grand Prix de Chine, Button devait chasser la pole et Hamilton préparait lui la course. C'est quand même un détail bien intéressant à vraiment comprendre pour vraiment la suite. Après, bon, Button, on a vu qu'il a fait une petite erreur lors de son premier ravitaillement. Il s'était quand même arrêté sur l'emplacement de Red Bull au lieu de s'arrêter dans l'emplacement de chez McLaren. Ce qui a peut-être justement, qui lui a probablement causé beaucoup de temps, est aussi la deuxième place sur le podium par la suite. Donc je pense pas qu'il y aura un gros problème. Alors concernant les nouveaux contrats, il faut savoir une chose, c'est que Martin Whitmarsh a annoncé qu'il avait l'ambition de dire jusqu'en 2017, sauf qu'en fait les deux pilotes sont quand même un petit peu plus mesurés. On sait que Button, suite au début de saison de McLaren, a quand même posé beaucoup de questions, savoir qu'est-ce qu'il en est. Bon là, les performances de la MP426 sont telles que finalement, bon, on va peut-être prolonger le contrat. Il faudra peut-être attendre une victoire de Button pour encore aller là. Puis du côté de chez Hamilton, en fait, on est en train de découvrir quelque chose. C'est qu'après un contrat ferme de 5 ans signé, souvenez-vous, fin 2007, repartir pour 5 années, c'est pas trop la tasse de thé. On est plus dans un style à un contrat qu'on peut appeler ça à la Button, c'est-à-dire 1 an et 1 an. En fait, Hamilton souhaite avoir une perspective pour la suite et d'avoir la meilleure voiture pour avoir les meilleures performances possibles. Alors pour le moment, McLaren lui permet de faire ça, mais si jamais, par exemple, on peut imaginer comme ça a été le cas 2 saisons comme en 2009, par exemple, comme Hamilton a fait, ça va être un peu plus problématique, ou même des saisons sans victoire. Là, on pourra quand même envisager de penser que Hamilton pourra partir, mais pour le moment on s'achemine plus sur des contrats 1 an avec option, renouvelés en fonction par rapport à des performances, plutôt que vraiment des contrats fermes. Donc il faudra être patient, hein. Je pense que ça devra arriver autour du mois de juin. On avait dit pour Hamilton c'est à peu près autour du mois de juin, et sa victoire je pense va accélérer pas mal de choses, mais je pense qu'en fait le line-up va rester le tel. Alors jusqu'en 2017 je sais pas, mais au moins jusqu'en 2014 on peut prendre les paris que ça n'en est pas loin quand même. On peut prendre vraiment les paris que ça n'en est pas loin. Alors, une question de Ben Cool qui me demande en fait mon avis sur Team Lotus. Alors, cette équipe n'a que 18 mois et pourtant, c'est celle qui a quand même des nouvelles arrivantes, qui a le plus progressé. Alors, quelques chiffres, elle est quand même 1,5 seconde plus rapide que les Virgin et les HRT, ce qui était moins le cas l'an dernier, et surtout on se rend compte qu'en course les Team Lotus, les T128 sont quand même assez performantes. Kovalainen termine par exemple devant une Sauber quand même, et une Williams, donc c'est quand même assez intéressant à remarquer. Ce qu'on constate aussi, c'est que du côté des pilotes, Kovalainen est devant Trulli, donc c'est peut-être un signe aussi des temps. Regardons plutôt même du côté de Trulli, voir s'il prolongera à l'avenir, mais en tout cas Kovalainen prend la mesure de cette voiture, qui est beaucoup plus performante, on le voit, ça se sent, l'équipe a l'air d'être en confiance.
Donc je pense que ça va être très très intéressant. Mais en tout cas, c'est une équipe en vraiment devenir. Et d'ici la fin de saison, elle sera peut-être probablement au niveau d'une équipe comme Sauber, d'une équipe peut-être... Alors, il faut déjà qu'elle marque des points, mais en termes de performance, c'est quand même déjà très encourageant. Alors une question collégiale, cette fois-ci essentiellement masculine, c'est à propos de Renault et de Mercedes. Alors concernant premièrement la marque allemande, alors il faut savoir que la performance d'aujourd'hui, c'est plutôt une performance on peut qualifier de stratégique. Durant la journée du vendredi et du samedi, l'équipe a vraiment tourné avec exclusivement des pneus soft. Ce qui fait qu'elle était plutôt performante, au niveau même d'ailleurs des meilleurs, comme on l'a vu. Sauf que pendant la course, on s'en est rendu compte qu'une fois qu'elles étaient en pneus durs, la voiture, la W02, est quand même un peu moins performante. Elle perd quasiment 1,5 seconde, voire même 2 secondes. On peut même le dire, donc c'est plus que ce qu'avait même indiqué Pirelli. Alors, je pense que du côté de chez Mercedes, on va développer ça à l'avenir. En tout cas, en termes de performance, c'est bon. Même Schumacher a pu parfaitement exploiter face au Ferrari de Alonso à la fin ses pneus durs, mais n'oublions pas que la Ferrari avait quand même de gros problèmes en termes d'adhérence. Elle était quand même 2 secondes plus lente que les voitures qui étaient même devant lui. Donc voilà. Maintenant, du côté de chez Renault, alors c'est très intéressant puisque l'équipe, on s'est rendu compte, c'est un petit peu paradoxal du côté de chez Renault. 2 podiums, mais une voiture qui marque bien et une autre voiture qui a un petit peu du mal. Heidfeld a eu des problèmes de fiabilité avec son étrier et ses moyeux au niveau de ses roues, ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup tourné. Dans l'ensemble, le point fort de la R31, c'est principalement qu'elle n'use pas beaucoup les pneus. Et donc la performance de Petrov, que ce soit en qualification, même aux essais et en course, est vraiment significative, puisqu'il semblerait que les deux pilotes sont à peu près équivalents. Mais par contre, le talon d'Achille, c'est vraiment la fiabilité et puis surtout la mauvaise stratégie pour le Grand Prix de Chine. 2 arrêts, on démarre de loin, une mauvaise stratégie au niveau des qualifications. Bon, donc on se rend compte véritablement qu'on n'a pas encore les 2 voitures, c'est une seule voiture pour le moment qui score. Bon, au niveau des perfs, on se rend compte que la Renault est au niveau en fait de la Ferrari. Que ce soit en pneus durs et que ce soit en pneus soft, et ça c'est une donnée très intéressante. Après on va voir l'évolution pour le moment de la Ferrari F150, mais dans un premier temps la Renault est quand même à un bon niveau. Et ce qu'il faut quand même noter, encore une fois, c'est que cette Renault va évoluer, mais dans le même système que la R30 de l'an dernier. Ça va être très intéressant à remarquer. Et Heidfeld est en train de prendre ses marques, mais en tout cas, la performance de Petrov est vraiment à saluer, puisqu'en fait, c'est vraiment lui qui représente parfaitement les performances de la voiture. Et d'ailleurs, sa course aujourd'hui est quand même plutôt à saluer d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous non pas pour le Grand Prix de Turquie, et non, il n'y aura pas de Tomorrowland pour ce Grand Prix-là. Il faudra donc reporter au Grand Prix d'Espagne suivant, donc ça vous laisse encore un petit mois de répit. Je voudrais juste vous signaler que le 25 avril sort la nouvelle version que je vous présente ici, c'est le Business Book GP 2011. Alors il sera vendu à un petit tarif quand même 10% en moins, donc il sera vendu 35 € en édition papier que voici, 20 € pour le PDF. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans un mois. Bonnes vacances pour ceux qui y sont, et à bientôt pour de nouvelles aventures.